Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle, formatrice et fondatrice de la FMR Makeup Academy, qui est une plateforme en plein développement destinée aux maquilleurs professionnels francophones. Aujourd'hui, je reçois Lise Delorme, maquilleuse professionnelle, formatrice et fondatrice de Makeup Institute Miami. On va parler de son parcours ultra riche et intéressant et de la manière dont elle s'est servie de son expérience pour créer ses formations courtes, que ce soit en présentiel ou en distanciel avec le format online. Et bien sûr, comme dans chaque épisode, la conversation s'oriente sur divers sujets. Ici, nous avons parlé de son expérience en école de make-up, sa création d'entreprise entre Miami et la France, mais aussi de notre vision de la concurrence dans ce métier. Et ce sujet tombe à pic parce que Lise et moi proposons les mêmes services à quelque chose près. Oui, on peut dire que nous sommes concurrentes, mais on a choisi d'avoir un autre point de vue. Et vraiment, qu'est-ce que c'est cool d'avoir des concurrentes comme ça. Enfin, moi j'appelle ça des copines make-up, mais je vous laisse vous faire une opinion sur le sujet. Et surtout, cette intro est beaucoup trop longue, alors je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Et j'ai hâte de papoter de tout ça avec vous. Salut Lise, comment tu vas? Hello Mélissa, ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Merci beaucoup de prendre ce petit temps du coup avec moi et avec nous pour papoter un petit peu make-up comme d'habitude sur ce podcast. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir et j'ai hâte de te poser mes questions et d'entendre un petit peu ton parcours et ton histoire parce que je suis sûre que ça va être super super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte. Est-ce que avant qu'on commence, tu peux nous faire j'ai envie de dire une petite présentation parce qu'après on va rentrer dans les détails. Mais pour commencer, pour les personnes du coup qui arriveront sur ce podcast et qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors moi c'est Lise Delorme. Je suis maquilleuse depuis maintenant 10 ans. J'ai créé Makeup Institute Miami en 2019. J'ai créé mes premières formations courtes en France. Et je fais en même temps tout ce qui est freelance, tout ce qui est maquillage marié, invité, tout dans sa globalité, même de l'artistique. Et donc, ça fait plus de 3 ans maintenant que je forme un petit peu partout en France au début et maintenant notamment à Aix-en-Provence où j'ai mon studio fixe de formation. Ok, super. Alors, formation, du coup, vu que moi je te connais, je vais préciser un petit peu, mais du coup, tu fais des Oui, formations au sein de ton studio en présentiel exactement. et tu as Exact. également un site de formation en ligne. Oui, également, j'ai un site de formation en ligne. Parfois, j'oublie de le notifier parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps. J'ai lancé les formations en ligne en décembre Mhm, de 2022. mhm. Et c'est vrai que maintenant, tout le programme en fait que je fais en présentiel, je le propose également en distanciel pour les personnes qui ne peuvent pas venir jusqu'à moi, vu que je me déplace plus du tout. Ok, super. Moi, je trouvais ça quand même important de le noter. Oui, complètement. J'imagine que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément de Aix-en-Provence, donc comme ça, Totalement. au moins, elles pourront atterrir sur ton site et regarder un petit peu tout ça. Mais c'est accessible du coup, j'imagine à la France entière et même au monde entier, j'ai envie de dire, mais du coup, formation francophone, donc disponible Exactement. surtout. Ok, super. Alors, avant de rentrer un petit peu, parce que moi j'aime bien connaître le parcours en détail des maquilleurs avec qui je discute, mais avant que tu commences, j'ai envie de te poser une question. Au tout début, avant même que ce parcours pour être make-up artiste commence, c'était Mhm. quoi ton objectif en tant que make-up artiste? Voilà, quand tu t'es dit, moi, je veux être maquilleuse, comment tu voyais ça? C'était quoi ton job de rêve ou plutôt c'était, enfin, comment tu voulais exercer ton métier dans l'idéal? Et je vais poser une deuxième question, comme ça tu pourras y répondre à la suite. Comment tu voyais le métier? Comment tu pensais que ça allait être et comment voilà, comment tu pensais que tu allais démarrer et réussir à atteindre ton objectif? C'est des super questions parce que ça fait très longtemps que je ne me pose plus ces questions-là et que je ne suis pas revenue sur mes premières pensées. Donc, c'est génial de revivre ça. Moi, quand j'ai fait parce que j'ai fait mon école de maquillage pendant une année, je pensais que quand j'allais sortir de l'école, j'allais être appelée de tous les côtés. Qu'on allait voilà dire oh, t'as fait cette école un petit peu connue parce que je l'avais fait notamment parce qu'elle était reconnue et qu'on allait m'appeler, qu'on allait m'inviter sur des tournages, sur des gros événements, etc. Et que j'allais pas vraiment avoir à chercher
du travail, aller chercher des clients, des collaborateurs, etc. Et pour moi, ma vision du maquillage et comment j'avais envie de la vivre, comment j'avais envie de travailler, c'était de travailler avec des stars. Je voulais vraiment maquiller des stars et peut-être me faire repérer par l'une d'entre elles et la suivre un petit peu partout. Par exemple, une star internationale et la suivre sur ses concerts, sur ses tournées et vraiment voilà, être dans les backstage tout le temps, notamment pour une actrice ou alors pour une communauté d'acteurs, de troupes, etc. Je pensais plus travailler comme ça au début. Ok, très intéressant. Je t'avoue que forcément, la question est réfléchie, je vais dire ça comme ça, parce que je pense Mhm. que allez, 90% des personnes qui se lancent ont des objectifs qui sont en soi, qui peuvent être des gros objectifs, mais pourquoi pas, tu vois, ça peut être réaliste. Mais je crois que du moment où on pense ça et du coup où on est prêt à investir financièrement et aussi beaucoup en énergie et en temps dans cette formation, et au Mhm. moment où du coup on prend conscience un peu de la réalité de ce qui se passe, bah Complètement, tu vois le gap est quand même très grand. totalement. Ça peut être Mhm. compliqué de vivre un peu si je peux appeler ça la désillusion. Donc j'avoue j'étais très intéressée de connaître ta réponse. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que on se rend pas compte quand on pense au maquillage, quand on n'est pas du tout encore dedans, dans le milieu et qu'on a vraiment pas commencé, on pense pas que ça va être aussi fastidieux dans un sens de vivre en freelance ou de vivre en tout cas de sa passion. On pense que ça va être acquis tout de suite après la formation, comme par exemple, j'ai envie de te dire, quand tu fais des études, j'en sais rien, d'avocat ou dans le management, tu te dis, bon, bah, je vais me lancer, je vais trouver un patron, je vais travailler. Mais là, tu te dis qu'en fait, on va faire tout de suite appel à toi, qui n'est pas du tout le cas, à moins qu'il y ait des personnes qui aient déjà beaucoup de contacts. Ça peut aider s'ils ont des parents ou de la famille ou des amis, voilà. Mais quand tu te lances et que tu connais personne, ben c'est pas l'école qui va t'aider, c'est personne qui va t'aider à part toi-même et ta niaque. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ben du coup maintenant je pense que tout le monde a hâte un peu de savoir comment ça s'est passé pour toi, surtout que du coup ça fait 10 ans maintenant que tu es dans le make-up. Mhm. Ouais, Donc ben je veux bien maintenant que tu nous racontes ton parcours. Alors complètement. je te laisse raconter un petit peu ce que tu as envie. J'ai envie de dire dans les grandes lignes, mais en réalité, je pense que je rebondirai sur certaines étapes vu que je les connais d'avance. Mais vas-y, je Ouais. te laisse raconter un petit peu ton parcours et nous raconter ce que tu as envie de nous dire et de nous partager. Oui, alors avec plaisir. Donc moi j'ai commencé en faisant une école d'esthétique. J'ai eu la chance, on va dire, de savoir très jeune que je voulais faire un métier manuel et que j'étais attirée par la beauté. Donc, je suis partie tout de suite faire un bac pro esthétique à Lyon, notamment, donc à l'école Sylvia Terrade. Et donc là, j'ai pu expérimenter plusieurs domaines de l'esthétique et le maquillage a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et en plus, ma prof, donc souvent en esthétique, le make-up, c'est pas trop ça. Et j'avais la chance d'avoir une prof qui était directrice, enfin chef maquilleuse à l'Opéra de Lyon. Et elle nous a vraiment transmis déjà un premier savoir-faire dans le make-up. Et j'ai eu la chance, quand j'ai eu mon bac, d'atterrir du coup à la fameuse école Make-up Forever. Donc moi, j'ai fait celle de Nice. Et Ok. pendant un an, donc en fait, quand j'ai fait Make-up Forever, j'étais l'une des plus jeunes, j'avais 17 ans. Euh, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, enfin 11 ans exactement. Mais je l'ai fait très très jeune. Et alors, ça m'a servi comme ça m'a desservi dans le sens où c'est bien de faire une école dans ce qu'on aime et dans ce on sait qu'on va travailler là-dedans par la suite. Mais en même temps, aussi jeune, je pense que j'étais beaucoup moins investie que mes camarades qui étaient un peu plus vieilles, qui avaient la vingtaine, par exemple. Parce que du coup, je l'ai pas vécu pareil. Pour moi, c'était plus une contrainte, cette école, qu'une chance. D'accord. Je l'ai vécu plus comme ça, dans le sens où à 17 ans, tu es encore un peu rebelle, tu es encore un peu en train de te chercher, de te découvrir. T'as pas conscience, même si j'habitais seule, que j'avais mon appartement, etc. J'avais pas conscience de ce que j'apprenais sur le moment.
et de ce que mes professeurs me transmettaient, à quel point c'était important, etc. Donc, je pense, je l'ai pas vécu pareil. Et si maintenant j'avais l'occasion de faire une école de maquillage, je pense sur un an, je le vivrais totalement différemment, ce qui est normal. Hein. J'aurais pas le même recul. Ok. Donc, par contre, j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait une formation de 10 mois à l'époque. Donc, j'ai appris tout ce qui était maquillage beauté artistique, mais je reste déçue de ma formation, même si j'étais jeune. Je reste déçue parce que on était 50 élèves, on avait 2 professeurs, on avait une directrice qui était un petit peu tyrannique. Elle aimait pas trop ses apprenants. D'ailleurs, les notes Google étaient catastrophiques. Hein. Elle avait 2 sur 5, je pense, parce qu'elle nous rabaissait énormément. Et quand t'es jeune, t'as pas le mental qu'il faut, quoi, donc, pour affronter un peu tout ça. Donc, je l'ai quand même fini. J'ai fini l'école. On pensait avoir des stages merveilleux, mais au final, t'es 50, donc c'est vraiment pas beaucoup qui partent, par exemple, faire le Festival de Cannes, les Energy Music Awards, etc. Donc, avant de t'inscrire, on te le dit pas, hein, mais après, tu le sais, tu le vois. Donc, t'as pas beaucoup d'expérience pro, par contre. Ok. C'est ça que je regrette un petit peu, parce tu penses que tu vas faire énormément de contacts et au final, t'en fais quasiment pas. T'en fais quasiment pas. Donc voilà. Donc par contre, ça a été par contre très enrichissant sur le terme pédagogique et sur les personnes que j'ai pu rencontrer pendant un an, mes camarades. Et ensuite, moi, je me suis lancée tout de suite un petit peu dans le freelance. Donc je suis allée trouver des prestataires, notamment pour des mariés. On fait énormément de collaborations au début parce qu'il faut rencontrer photographes, coiffeurs, plein d'autres de monde dans notre domaine qui vont potentiellement nous faire travailler par la suite. Donc, ça a été beaucoup de collabs gratuites et aussi beaucoup de mariés, beaucoup de contacts que j'ai réussi à rencontrer pour rentrer justement au Festival de Cannes, au Cannes Series Festival, au Energy Music Awards. J'ai pu le faire une année, etc. Donc, j'ai quand même pu travailler un petit peu dans l'événementiel. Et après, comme on a un loyer à payer et que le freelance, c'est quand même aléatoire, je me suis tournée plus au début, en même temps que mon freelance, travailler pour des marques de maquillage. Et notamment, j'ai fait mes armes en premier chez Kiko. Kiko Milano, donc voilà, à Nice, à Saint-Laurent-du-Var. Je suis restée. Donc après, je pense que quand tu travailles pour une marque comme ça, tu t'implantes dans une routine qui fait que tu as un salaire, et donc tu lâches petit à petit le freelance, malheureusement. Comme j'avais 18 ans, je suis restée 2 ans, 2 ans et demi, et je suis passée de conseillère à stand manager. J'ai été mutée sur 2, 3 boutiques différentes. Et ensuite, j'ai repris doucement le freelance, mais c'était vraiment, je pense que tu vois, quand t'es jeune, c'est compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, comme étant plus compliqué que je pense aujourd'hui, où je vis un petit peu encore ce freelance, mais complètement différemment. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant 3 ans. C'est un petit peu là où je suis partie au début pour apprendre l'anglais. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un visa de travail, donc où j'ai pu rester du coup, pendant 3 ans. Et j'ai eu une superbe expérience parce que j'ai pu travailler aux côtés d'Américains qui avaient donc j'étais responsable de salon pour un gros salon de beauté qui faisait coiffure, esthétique, maquillage, soins, etc. Et j'ai pu du coup travailler avec une vingtaine d'employés américains et avec mes patrons aussi, qui m'ont montré une toute autre vision déjà du management, de la beauté. Et, euh, et à la fin des 3 ans qui ont été très enrichissantes, quasiment avant de repartir en France, avec mes boss, je leur ai demandé si je pouvais former un petit peu mes équipes au maquillage parce que je voyais qu'ils faisaient le même make-up qui allait 15 ans, 20 ans, 50 ans ou 60 ans. C'était du Kim Kardashian sur tout le monde, en fait. C'était très, très chargé. Ça s'adaptait pas du tout à la cliente. Et j'ai demandé si je pouvais, voilà, justement, leur transmettre un petit peu de mon savoir-faire à la française, qui est vachement apprécié quand même. Et ils ont adoré. Et de là, avec mon boss, on est parti former d'autres d'autres esthéticiennes coiffeurs dans d'autres salons. Et c'est là où Makeup Institute Miami, en fait, je l'ai créé.
Je l'ai créé là-bas. C'est pour ça que j'ai gardé le nom quand je suis rentrée en France, parce que j'avais commencé un petit peu à former. Ils avaient déposé le nom de la société, enfin de l'auto-entreprise là-bas comme ça. Et également, j'ai maquillé un petit peu pendant mes 3 ans aux États-Unis. Donc, j'ai fait quelques prestations, par exemple, parce que Miami, c'est pas non plus la ville du make-up. C'est pas New York ou Los Angeles. Il fait chaud, il fait humide, on se maquille, mais c'est pas là où tout se passe. Il y a pas beaucoup non plus de défilés, de choses comme ça. Il y a la Miami Fashion Week, mais c'est de maillots de bain, tu vois. C'est un défilé de maillots de bain qu'il y a tous les ans. Et par exemple, j'avais travaillé dessus. J'ai travaillé pour des shootings photos. J'ai eu l'occasion de maquiller Isabelle Huppert dans sa chambre qui fêtait son anniversaire aux États-Unis. Enfin, j'ai eu quelques occasions comme ça de retravailler dans le make-up, mais j'étais quand même plus dans la partie management et slash formation où je me suis un petit peu révélée. Et quand je suis rentrée en France, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus de contact. Ça fait des années que je suis partie. Et donc là, j'ai commencé à travailler un petit peu pour des marques de maquillage quand je suis rentrée. Donc, j'ai travaillé notamment pour Dior, Chanel, Nars, etc. en intérim pour me remettre un pied dans la France, dans le monde du travail et savoir comment j'allais préparer ma suite. Et puis tout naturellement, Makeup Institute Miami était toujours là, existait toujours. Et je me suis dit, il faut que je continue là-dedans et que je propose en fait une formation courte qui justement, moi je partais du principe où on n'avait pas besoin de faire 1 an de formation, où on n'avait pas besoin de dépenser 10 000 balles dans sa formation de make-up. Donc une formation abordable où tu apprends vraiment, où tu as un kit de démarrage et, euh, et donner la chance à tous les passionnés qui veulent se former à un coût un petit peu moins élevé. Et du coup, c'est parti de ça et j'ai lancé ma première formation à Nice, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et ça fait maintenant, voilà, maintenant plus de 3 ans que je forme. Ok. Et voilà. Et depuis 2 ans, je suis sur Aix. Donc ça a un peu changé aussi mes plans. J'ai tenté l'itinérant, j'ai tenté le sédentaire. Donc maintenant, je suis sédentaire dans le sens où je reçois les apprenantes dans le studio, je ne me déplace plus. Et il y a de la formation en ligne aussi, où là, il y a moins ce rapport prof-élève, où on va plus être indépendant quand on va suivre la formation. Mais par contre, il y a toujours ce suivi qui, pour moi, est important avec les personnes qui apprennent même à distance, avec des conf calls, avec euh, une plateforme où on peut s'écrire, où on peut envoyer les photos, vidéos de ce qu'on fait pour avoir des corrections immédiates. Ok, trop bien. Alors, je t'avoue, j'ai voulu vraiment te laisser finir ton histoire sur tout ton parcours et tout parce que c'était trop intéressant et je voulais surtout pas te couper. Mais par contre, du coup, j'ai noté toutes mes questions. Ah, super, Donc là, génial. c'est le moment de mes questions. Alors, je vais faire volontairement un petit retour en arrière dans ce que tu nous as raconté. Mais déjà, première Mhm. chose, euh, quand tu parles du coup de ton école que tu as faite avec avec cette problématique de notes Google, je me dis, mais comment tu as fait pour choisir cette école-là? Et est-ce que tu avais vu les notes Google avant de t'inscrire et tu as quand même choisi de faire la formation? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, j'avais pas forcément vu les notes Google parce que, en gros, pour être pris dans cette école, tu dois avoir un premier entretien avec la directrice. Et donc, naturellement, avec ma mère, parce que j'étais mineure encore à l'époque, hein, et j'étais à Lyon. J'étais même pas, en fait, j'ai fait 5 ans à Lyon. Moi, je suis du sud de la France, je suis du Var de base, mais j'ai fait mes études principalement à Lyon et ma formation, je l'ai choisie à Nice. J'avais le choix entre la Belgique, j'avais le choix entre Paris et j'avais le choix avec Nice. Bon, Paris, les loyers, comment te dire que c'était un peu compliqué. La Belgique, je me voyais pas dans la grisaille, etc. Pourtant, c'était anglophone et ça aurait été bien pour apprendre l'anglais. J'ai choisi Nice et donc la directrice, on l'a rencontrée. Mais je pense que c'est comme toutes les personnes qui veulent te vendre quelque chose de merveilleux. On la rencontre, oui, ça se passe bien. Et en plus, le schéma, c'est de dire, les places sont limitées. Il faut que tu nous envoies un CV, une lettre de motivation, un book photo un petit peu avec ce que tu sais déjà faire en maquillage, et on verra si on te sélectionne.
Donc, toi, t'es tout feu, tout flamme. Tu te dis, oh, il faut absolument qu'on me sélectionne, qu'on me choisisse. Alors qu'au final, tu te rends compte que ils choisissent tout le monde quasiment. Hein. Il y a pas de. C'est un peu pour te faire miroiter. T'as été l'élu. Et en fait, non. Mais la directrice était très sympa lors de l'entretien. Donc voilà, c'est vraiment ça qui a fait qu'on s'est dit bon il y a pas de souci quoi, il y a pas de problème, ça doit être très bien, ça doit être très Ok. bien. D'ailleurs, l'école a fermé depuis plus de 3 ans maintenant. Et ouais, je sais, comme quoi. Mais Comme quoi. ok. Et donc du coup, tu fais ton école, j'ai envie de dire un peu comme toutes les personnes qui me racontent leurs expériences, et puis comme moi aussi, tu te retrouves avec ton diplôme dans les mains. Mhm. J'imagine que tu sais pas trop où aller, quoi faire pour commencer à rentabiliser un petit peu le coût de la formation. Totalement. Et puis commencer à gagner un petit peu de l'argent pour pouvoir vivre, hein, tout simplement, au quotidien. Totalement. Donc Complètement. oui, j'entends tout ce truc de collaboration parce que je pense que c'est, je sais pas, tout le monde fait ça de toute manière à la sortie de l'école, donc pourquoi pas faire pareil? C'est le chemin universel, j'ai envie de dire. Donc on va bosser C'est un ça. petit peu comme on peut et sans être payé parce que bon, on sort d'école, on n'a pas trop confiance en nous et du coup faut bien se Mhm. faire la main et avoir des contacts. Donc, on travaille gratuitement. OK. Donc, ça, Totalement. j'ai bien compris. On check aussi les mêmes étapes. Jusque-là, tout va bien. Euh, du coup, tu nous as dit que tu avais réussi à te faire quand même des contacts, parce que ça, le truc des contacts pendant les stages, pendant l'année d'école, je pense on mise tellement d'espoir dans ce truc-là, en fait, pour pouvoir travailler par la suite. Euh, Complètement. Spoiler alerte, effectivement, c'est compliqué pour les stages et pour les contacts. Mais du coup, toi, tu as réussi à te faire des contacts pour aller au Energy Music Award, si j'ai C'est bien ça. fait, Ouais, et au Festival de Cannes aussi. au Festival de Cannes. J'ai également fait un tournage pour Amazing Race, qui est le Pékin Express des États-Unis. En gros, c'est vraiment des concours de chance et de circonstances. Tu rencontres la bonne personne au bon moment et qui ensuite va te faire bosser un petit peu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir donc c'était quand même pas mal de mois après avoir terminé l'école quand même. J'ai une personne qui me contacte parce que j'avais une page Facebook à l'époque vraiment dédiée et ça se passait énormément sur Facebook hein, avant. J'avais même pas, je crois, de compte Instagram hein, pour te dire que ça remonte. Et elle m'avait trouvé, elle m'avait contacté et elle m'avait dit est-ce que tu peux venir à 3h30 du matin à un hôtel à Nice euh, pour maquiller. Donc, c'est confidentiel, c'est un tournage américain, etc. C'était le tout premier contact que j'avais avec cette personne. Elle travaillait au Coulbé Sombé de Monte-Carlo. Donc, c'est un institut de beauté qui est euh, au Monte-Carlo Bay, un hôtel. Donc, elle travaillait là-dedans et c'était un petit peu la make-up artiste du lieu. Et donc, elle me contacte pour ça. Et moi, je travaillais, donc, je faisais mon freelance et en même temps, j'avais commencé mon boulot à Kiko. Et donc, je lui dis 3 heures du matin, waouh, le lendemain, il faut que je bosse à 9 heures ou 10 heures. Donc, j'appelle mon boss, je lui demande si je peux commencer plus tard, etc. Et je lui dis, OK, je viens, je serai là, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Et j'ai été là à l'heure et elle m'a dit, waouh, tu m'as pas planté, tu as été là, tu as fait le boulot, tu as été carré, enfin, c'est bien et tout. Et de là, en fait, elle a vu qu'elle pouvait compter sur moi et elle m'a rappelé pour plusieurs événements. Et elle avait énormément de contacts dans le milieu. Et elle m'a fait bosser. Donc, elle m'a fait rentrer au Festival de Cannes où j'ai bossé avec elle. Elle m'a fait bosser dans énormément de choses, dans des défilés à Monaco, au Energy Music Award. Elle connaissait quelqu'un. Et à chaque fois, en fait, j'allais avec elle. J'étais pas son assistante, même si je l'assiste. En fait, j'avais, par exemple, elle allait maquiller les plus stars et moi, j'allais maquiller les danseurs. Mais j'étais avec elle, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment cette personne qui m'a donné beaucoup de chance et de rentrer là-dedans, quoi. Ok. Mais du coup, c'est même pas tes contacts que tu t'es fait à l'école ou c'est Ah vraiment. non, pas du tout. Les contacts de l'école, je pense que c'est sur 50 qu'on était. Déjà, on est aujourd'hui, je pense on doit être moins de 5 à avoir continué dans le make-up.
Et à l'époque, quand on a fini l'école, c'était chacun pour sa pomme. Enfin, en tout cas, de mon côté, il y a personne qui m'a donné du boulot et quand il y avait des filles qui avaient un boulot, elles le donnaient pas, hein, parce que bah, c'est trop rare d'avoir un boulot. Et ouais. Et c'est ça le problème aussi dans notre milieu, je trouve, c'est qu'on n'est pas, on s'entraide pas beaucoup. On va garder les plans pour nous et on va souvent dire, ah bah non, je connais pas d'autres maquilleuses, tu vois, pour pas faire rentrer la concurrence ou je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Ouais, ouais, j'imagine bien, je comprends bien. Je t'avoue que là, ce que tu me dis, c'est quelque chose qui revient très, très souvent dans les échanges que je peux avoir sur Instagram ou même avec mes élèves. C'est toujours la même problématique et cette petite crainte un petit peu euh, alors moi, j'aime pas trop dire la concurrence parce que du coup, moi, je vois ça un peu comme, c'est un peu mes copines make-up, c'est un peu mes collègues, donc du coup. Et puis, je pense que je suis un peu dans une, comment je peux dire ça, un peu dans une bulle un peu sympa, en tout cas sur Bordeaux, parce que moi je suis sur Bordeaux. Mais c'est Mhm. vrai qu'on a réussi à se créer un petit groupe et Ça, c'est cool. hyper sympa. Il n'y a pas ce truc de concurrence là, donc c'est vrai que quand moi je parle de mon expérience, ça rassure pas mal les gens sur ça. Mhm. C'est un truc qui revient vachement souvent, ce truc de concurrence, ce truc de pas du tout d'entraide, chacun pour soi. Et je pense que c'est ça un peu qui fait que, eh ben, on se raconte pas forcément, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire toutes les deux ensemble, quand tu racontes ton parcours, quand tu parles un peu de ton expérience, bah, du coup, on apprend quand même pas mal de choses. Et j'ai l'impression que c'est comme un peu si le métier était, en tout cas tout ce qui est relatif à ce métier-là, c'était un peu tabou. On n'ose pas trop en parler entre nous, ou même sur Instagram, tu vois, se contacter, se poser des questions, s'aider. C'est un peu Mhm. C'est compliqué, vrai, j'ai hein. l'impression. Je sais pas si c'est une mentalité française vraiment d'être comme ça, de pas être dans l'entraide, ou si c'est vraiment ce milieu qui fait. Parce que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient donné, par exemple, de la visibilité, du travail à des personnes et qui, en contrepartie, ont peut-être été déçus par ces personnes-là et du coup, bah, tout simplement par la suite, sont devenus des personnes qui ne vont pas partager ou voilà. Mais par exemple, toi, ou c'est vrai que c'est surprenant. On fait un petit peu la même chose, même si on n'est pas dans le même endroit, mais on fait par exemple de la formation en ligne, même si on ne vend pas les mêmes formations. Je veux dire, on est dans le même milieu vraiment. Tu me proposes quand même de venir sur ton podcast, raconter et me donner un petit peu de visibilité, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est très rare qu'aujourd'hui les personnes donnent de la visibilité aux mêmes personnes qui font exactement la même chose dans le même domaine, tu vois. Et Ouais, c'est ouais. pour ça que c'est génial. C'est génial de rencontrer des personnes comme toi qui ont cette vision de dire, bah non, on s'en fiche, on fait la même chose, mais de toute façon, il faut du boulot pour tout le monde. Et puis tant mieux, on s'entraide, quoi. On se tire vers le haut ensemble. Bah ouais, c'est ça. Je t'avoue que forcément, c'est un sujet, je savais qu'il allait venir un peu sur la table et quand je t'ai proposé de venir sur le podcast, je t'avoue que j'ai toujours une petite part de méfiance, mais c'est par rapport à tout ça, tu vois, par rapport à tout ce qu'on se dit, par rapport à la concurrence, par rapport où on sait pas trop comment ça va être reçu. Je vais pas faire la nana, non, pas du tout. Monde 100% bienveillant, 100% bisounours, pas du tout. J'en suis très consciente qu'il y a ce petit truc-là, mais bah tu vois, moi ça me fait super plaisir que tu puisses parler de ton expérience à toi, de ton projet, de ton parcours, de ton école de Mhm. maquillage en ligne, tu vois. Oui, je fais la même chose, mais je pars du principe que ce que ton parcours, ton expérience, elle est à toi, et du coup tu vas Mhm. mettre ça à tes élèves. Moi, j'ai mon parcours, mon expérience qui est très différente et du coup, je vais pouvoir apporter autre chose à mes élèves. Et en plus de ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais moi, en tant que make-up artiste, je vais aller me former. Déjà, j'ai fait mon école, mais à côté de ça, tout au long de ma carrière, et ça va continuer encore, je me suis formée et je vais continuer à me former et avec plusieurs personnes. Donc, tu vois, demain, c'est pas impossible que je vienne me former chez toi parce que je trouve ça trop cool ce que tu fais, mais je vais aller me former avec quelqu'un d'autre 6 mois après ou un an après. Tu vois, il n'y a pas de... Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que des visions comme la tienne,
c'est pas la majorité, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est vrai qu'on va, par exemple, les maquilleurs français, notamment, euh, à moins que enfin, quand tu es déjà dans le métier depuis quelques temps, etc., tu vas peut-être pas aller te former chez de la concurrence française, tu vas peut-être plus aller te former sur de l'international, par exemple suivre des vidéos en ligne des Américains ou des Brésiliens ou etc. pour notamment apprendre plusieurs techniques internationales, il n'y a pas de souci, ou des personnes que tu adores suivre, mais tu vas plus être réticente. Moi, c'est ce que je vois hein, dans un peu de la formation et les gens qui se forment autour. Tu vas moins aller chez une concurrente française, te former et dire que tu as fait potentiellement cette formation. Voilà. Et donc, toi, c'est vrai que ta vision, elle est vraiment géniale parce que bah, justement, tu n'as pas ce truc-là. Et, euh, et ça serait bien qu'on soit tous un petit peu comme ça, quoi. Il faut apprendre de toi, vraiment. Écoute, merci, mais enfin, je trouve que c'est surtout réaliste parce que, bah, encore une fois, tu vois, quand moi je vais former une personne pour son projet à elle, parce que je trouve ça important de prendre vraiment le projet de la personne pour pouvoir l'orienter au mieux dans les formations, dans la stratégie ensuite de communication et pour son entreprise. Mais moi, je sais certaines choses, j'ai un domaine de compétences et du coup, j'apporte ce que j'ai et ce que je peux apporter à mon élève. Par contre, si dans son projet, j'estime que c'est bénéfique pour elle d'aller se former avec tel ou tel make-up artiste parce que bah, c'est le plus adapté pour elle, franchement, je préfère avoir ce rôle de mentor et de formatrice euh, entre guillemets idéal, tu vois, et lui dire bah écoute moi voilà je t'apporte ça, voilà c'est important. Par contre pour ton projet il faut que tu ailles chercher ça. C'est hyper important en fait d'avoir ce rôle de conseil. Complètement. Et donc et je peux pas avoir toutes les compétences et je peux pas avoir tous les domaines d'expertise parce que ben, je suis qu'une personne, tu vois, je suis moi-même. Donc, ben voilà, je pars du principe que je sais pas tout faire. Ce que je sais faire, ok, je l'apporte et je le propose et je le dis et j'en suis convaincue. Par contre, ce que je peux pas faire, peut-être que toi tu peux le faire. Et franchement, ben merci d'être là et merci de proposer des formations en ligne et de proposer des formations en présentiel parce que tu vas apporter des trucs que moi j'ai pas et c'est hyper complémentaire. Donc, Totalement. c'est ça un peu le truc de concurrence. Ok, ça peut être de la concurrence, mais encore une fois, quand tu es entre guillemets sûr de ce que tu proposes, que tu es sûr de ton objectif professionnel, dans tous les cas, tes clientes, elles vont venir te voir pour toi, pour ce que tu apportes et pour tes services et pour qui tu es. Donc, tu peux conseiller une de tes collègues à côté. Si t'es pas dispo, elle va très certainement y aller. Ça se peut qu'elle matche avec elle. Mais elle match avec elle pour un certain truc, tu vois. Si elle match avec toi, elle reviendra avec toi. En tout cas, moi, Totalement. c'est comme ça que je pense. Et mes collègues make-up, du coup, sur Bordeaux, bah, en fait, ça arrive tellement de fois hein, que, enfin, par exemple, sur la saison des mariages, tu as une date qui est disponible. Une fois qu'elle est bookée, elle est bookée. Moi, la cliente qui vient me voir, je préfère l'envoyer à des personnes de confiance avec qui je sais que tout va bien se passer. Comme ça, mes collègues make-up, bah, elles ont aussi ben, du boulot, ça me paraît sensé. Et elles, à contrario, bah, quand elles sont bookées sur une date, elles m'envoient leurs clientes. Et du coup, c'est vachement bien de travailler comme ça. Alors, bien sûr, avec des collègues en qui j'ai confiance et je sais qu'elles bossent. Complètement, oui. Mais comme ça, en fait, on a toute une clientèle qui est plutôt cool, plutôt sympa. Et tu vois, on se les, comment dire, on se les envoie quand nous, on peut pas s'en occuper. Et du coup, tout se passe bien, quoi. Donc, Complètement. oui. Tu as l'impression de travailler en équipe, du coup, dans ce Et sens-là, ouais, tu vois, c'est ça qui est bien. et ouais, parce qu'on est quand même sacrément solo Ouais, dans notre métier de maquilleur freelance. Donc, complètement. franchement, pouvoir échanger avec d'autres professionnels, bah moi je trouve que c'est hyper riche. Et encore une fois, tu vois, on en revient au sujet où toi tu proposes bah, le même type de prestations que moi. On fait la même chose effectivement. Bah, en fait, moi, je trouve ça trop bien qu'on puisse discuter toutes les deux parce qu'on rencontre certaines problématiques et je sais pas, c'est trop bien de pouvoir échanger et de se sentir moins seul. Donc, Complètement. Non, mais tu as totalement raison. Mais même, tu vois, par exemple, moi, je sais pas si tu as eu cette problématique quand tu as commencé, mais rien que sur les tarifs, quand tu demandes parfois à d'autres maquilleuses quels sont leurs tarifs, c'est comme si tu leur demandais leur chiffre d'affaires, tu vois, elles veulent pas te le dire.
parce qu'elles ont peur que tu t'alignes ou je sais pas, hein. Mais il y en a certaines qui ont refusé de me donner leurs tarifs, tu sais, pour que je puisse savoir un petit peu combien on pratique un maquillage marié, quels sont les prix habituels. Tu vois, pourquoi est-ce que tu veux savoir mes tarifs? Tu sais, tout de suite se sentir attaqué. Et moi, je trouve ça complètement, mais enfin, je sais pas. C'est pas ma vision. Moi, je suis totalement transparente sur ce que je fais, surtout pour les personnes qui débutent dans le métier. Je trouve que c'est important de les guider. On est passé par là et de transmettre en fait ce qu'on a appris. Je comprends. Et pour répondre à ta question, non, je suis pas passée par là parce que du coup, quand j'ai fait mon étude de marché et que j'ai voulu fixer mes tarifs, bon, déjà de base, j'avais une idée des tarifs que je voulais fixer, mais parce que quand je me suis lancée dans le freelance, ça faisait déjà presque 10 ans que j'étais make-up artiste, donc je savais un petit peu. Peut-être que j'avais un peu plus confiance en moi que quand on sort d'école et qu'on débute et qu'on sait pas du tout fixer un prix en fait sur les services qu'on propose. Et du coup, j'ai cherché directement sur Internet, sur les sites de mes collègues sur Bordeaux. Il y en a très, 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 très peu qui mettent leurs tarifs. Mais on va dire que ça m'a suffi entre moi, ce que je voulais faire, et puis ça m'a un peu conforté dans mon idée. Donc, ça a été assez rapide. Mais je t'avoue que j'ai pas été demandée. Peut-être que du coup, si ça avait été demandé, j'aurais eu les mêmes réponses. Mais par contre, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis rendu compte que très très peu de make-up artistes mettaient en public leurs tarifs. Et j'avoue que ça m'a un peu étonnée. Moi, clairement, sur mon Instagram, c'est tout affiché. Il y a vraiment toutes mes plaquettes tarifaires avec les informations, etc. Donc voilà, parce qu'en fait, je pars du principe qu'une cliente, quand elle me contacte, elle a envie de savoir mes tarifs. Moi, quand je fais appel à un prestataire, j'ai envie de savoir ses tarifs parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à lui envoyer un message ou faire une demande de devis ou quoi que ce soit si au final c'est pas du tout dans ma tranche de prix ou donc du coup je trouve ça plus simple d'afficher et ça m'a un peu étonnée et je t'avoue que j'ai posé la question à une de mes collègues avec qui je m'entends très très bien et qui n'a pas affiché ses tarifs et du coup je me suis sentie à l'aise de lui demander pourquoi elle n'affichait pas clairement ses tarifs et en fait ce qu'elle m'a répondu c'était plutôt intéressant, c'était qu'en fait quand les clientes la contactent, donc elle c'est un formulaire directement sur son site internet, quand les clientes prennent contact avec elle pour connaître ses tarifs et juste pour connaître ça, et ben elle a déjà le contact de cette cliente là et du coup c'est plus simple pour elle de signer des contrats par la suite. D'accord, ok. C'est ce que je dis ou pas? Oui, complètement. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, ça fait déjà un premier contact entre elles. Et du coup, elle arrive plus facilement à signer par la suite, alors qu'elle se dit que si elles ont directement les tarifs, du coup, si la cliente s'en va en voyant les tarifs, elle n'a pas ce contact-là. Et du coup, j'imagine, en tout cas c'est ce que j'ai compris, elle n'a pas la possibilité de nouer un dialogue et du coup de créer un lien et du coup de la convaincre. Totalement, ouais, ouais. J'ai des collègues qui font ça également. Elles préfèrent avoir un contact téléphone pour expliquer le tarif qu'elles pratiquent, notamment pour les mariés, etc. Et aussi, c'est toujours à partir d'eux, parce que parfois, ça fluctue tellement entre le tarif, si elle veut un maquillage beaucoup plus sophistiqué que ce qui est inclus dans le tarif. Enfin, ça peut tellement dépendre de plein de facteurs. Je parle même pas des frais de déplacement qui sont en dehors du tarif normalement, mais je veux dire, il y a souvent à partir de, tu sais, à partir d'un tel montant, c'est le prix de base et puis ça peut évoluer. Mais moi, je comprends il y a des personnes qui préfèrent avoir le contact avec la cliente pour expliquer son tarif et pour, au final, expliquer qu'est-ce qui entre dans le prix, quoi. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est la raison qu'elle m'a donnée. J'imagine que c'est pas en tout cas, cette raison-là n'est pas valable pour tout le monde. Mais je trouvais ça assez pertinent, tu vois, et c'était plutôt intéressant d'avoir ce retour-là. Après, voilà, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, chacun voit un peu midi à sa porte. Mais Totalement. pour ce sujet de la concurrence, effectivement,
Je suis contente, tu vois, de pouvoir un peu ouvrir la parole dans les épisodes de podcast parce que ça revient vraiment très souvent ce sujet de la concurrence. Mais au final, tu vois, avec les épisodes et quand on discute entre pros, parce que finalement, on est toutes concurrentes, hein, si on va Oui, pas dans, totalement. dans ce truc-là. Et au final, le retour que j'ai, c'est que ça fait du bien à tout le monde, autant aux personnes qui viennent sur le podcast et qui peuvent discuter un petit peu, et puis on échange aussi ensemble, que pour les personnes qui nous écoutent, c'est le truc de se dire, punaise, mais enfin, on peut parler des sujets qui paraissent un peu touchy, mais en vrai, c'est pas des sujets touchy, c'est juste parler de notre métier, parler de comment ça se passe, parler de la réalité des choses. Et ouais, ça fait du bien en fait de se sentir un peu moins seul, encore une fois, dans Complètement, cette activité. complètement. Parce que comme tu disais tout à l'heure, la solitude, c'est vraiment quelque chose auquel on fait face déjà en tant qu'auto-entrepreneur, je trouve, et encore plus dans notre métier. C'est vrai qu'on est souvent seul et donc on partage pas forcément tous les ressentis qu'on peut avoir, même si on a des collègues qui sont dans la même branche que nous. Euh, bon, parfois on va se comprendre parce qu'on vit les mêmes choses à des étapes différentes. Mais c'est quand même, par exemple, quand j'en parle avec des personnes complètement pas du tout du milieu de la beauté ni du make-up, notamment mon chéri ou mes parents ou autres, ils comprennent pas ce fait que la solitude puisse peser sur certaines choses en fait dans notre milieu et de devoir travailler seul. Parfois, c'est pas stimulant comme ça devrait l'être. Mais c'est ça, c'est que au bout d'un moment, moi je suis quelqu'un, ça me dérange pas du tout d'être seule. Mhm. Par contre, il y a des phases où du coup être seule c'est cool parce que ça me permet d'avancer concrètement sur des trucs. Par contre, même si ça me dérange pas d'être seule, il y a des moments où je me rends compte que si je suis trop toute seule un peu dans ma bulle, je stagne complètement en fait. Donc Exactement. il arrive toujours un moment où j'ai envie de soit discuter avec d'autres professionnels, soit d'aller me former, enfin d'avoir un peu de contact pour pouvoir passer à l'étape supérieure ou pour valider ce que je viens de faire. Enfin, c'est vraiment super super important. Donc Totalement. ouais, c'est bien qu'on puisse, j'ai envie de dire, adoucir un petit peu cette vision qu'on a de notre métier et de la concurrence autour parce que je pense qu'on a vachement plus à gagner à pouvoir échanger tout ensemble. J'avais une question parce que je reviens du coup sur ton parcours. Là, on a dévié complètement sur ce sujet de Oui. la concurrence, mais je pense que ça fera du bien à tout le monde d'entendre ce petit passage. Du coup, toi, tu es partie aux États-Unis. Oui. Tu avais un objectif particulier dans le make-up, exercer là-bas. Enfin, c'était quoi Ah, l'objectif? Au-delà Alors, d'apprendre l'anglais. l'objectif vraiment premier, j'étais partie pour faire une école d'anglais. Ok. Vraiment, c'était l'objectif, c'était de quitter parce que je m'étais embourbée dans ce salariat où je pensais y rester vraiment qu'un petit temps et reprendre mon freelance. Et au final, le petit temps est passé à 2 ans et demi. Puis j'ai évolué au sein de la boîte. Donc ma dernière mutation était à Lyon. Et j'étais sur un flagship, donc c'était un des plus gros magasins de France avec énormément d'employés. J'étais très jeune, c'était compliqué à gérer. Je me suis dit, mais je ne me vois pas faire toute ma vie. J'ai pris peur, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne me vois pas faire ça. Et je sais que ça m'avait beaucoup desservi, notamment quand j'avais fait des prestats, que ce soit le Festival de Cannes ou autre, de ne pas parler anglais. Et je m'étais dit, il faut que j'apprenne à parler anglais. Donc, je suis allée vraiment dans un but unique de prendre un peu des vacances, entre guillemets, qui me serviraient potentiellement en rentrant en France à me remettre peut-être dans un freelance, etc. Donc, je suis partie avec la première optique de faire ça, pas du tout de reprendre, de faire du make-up, parce que je suis même pas partie avec mes pinceaux, je suis vraiment partie, voilà, comme ça. Et ensuite, les choses ont fait que tu rencontres des gens. Et je pense que c'est un peu tracé des fois dans la vie. Il faut que tu partes pour rencontrer cette personne qui va. Moi, ça m'a permis de travailler. Et c'est ce travail qui a déclenché après l'envie de former, etc. Et donc, du coup, quand je suis retournée, par contre, parce que je suis rentrée en France, le temps de faire mon visa et de repartir, je suis rentrée pendant 2, 3 mois. Là, j'ai pris quand même tout mon matos. J'ai pris mes pinceaux, j'ai tout pris et j'ai fait un petit peu de freelance à côté. Alors,
aux États-Unis, tu travailles énormément, surtout quand tu es engagé pour une boîte, tu es censé travailler pour la boîte et pas pour autre chose. J'avais quand même des patrons qui étaient vachement compréhensifs et un peu créatifs, donc ils me laissaient quand j'avais des prestations ou autres. Et puis même, parfois, c'est eux qui organisaient des shows, etc. Parce que c'était quand même un gros salon. Et parfois, ils organisaient des shows, ils me disaient maquille dessus, vas-y. Et j'étais un peu plus dans le sens où je m'étais dit, je vais raccrocher peut-être les pinceaux et plus me concentrer sur le management, tu vois, partir dans une autre, toujours dans la beauté, mais dans une autre partie, parce que j'aimais vachement manager, j'aimais beaucoup ça, développer une relation avec les personnes avec qui je travaille, les faire évoluer, etc. Et au final, quand tu reprends les pinceaux, et ben c'est ta passion, donc ça revient vite. Ça revient vite. Ok, et est-ce que tu notes des différences particulières entre le make-up aux États-Unis, le make-up en France, et la manière d'exercer peut-être le métier aux États-Unis et en France, ne serait-ce que avec la relation avec les clientes, leurs demandes, les choses comme ça? Complètement. Déjà, la culture du maquillage est beaucoup plus ancrée aux États-Unis qu'en France. En France, on veut jamais trop en mettre, on veut vraiment être discret dans notre maquillage. Ça se développe de plus en plus avec les réseaux sociaux, mais principalement, enfin moi pour le coup, j'ai beaucoup de demandes de maquillage vraiment très soft, naturel. Alors que là-bas, c'était complètement différent. On pouvait pousser le maquillage. Les gens n'ont pas peur de sortir très maquillés dans leur vie de tous les jours pour aller bosser au bureau, par exemple. Il y a des femmes qui sont vraiment des full face maquillage fossile, etc. Pour aller travailler. Donc, ils n'ont pas la même approche du maquillage que les Français. Et ensuite, pour ce qui est du travail dans le maquillage aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple de se faire, je trouve, des contacts et de travailler, de se faire bosser entre nous qu'en France. Moi, j'ai vraiment ressenti ça pour le coup parce que, par exemple, j'étais invitée à un événement dans une galerie d'art. J'allais rencontrer un photographe qui, le lendemain, allait me dire, bah, t'es dispo pour un shoot et de là, me faire travailler, me faire rencontrer d'autres personnes. Et ça va beaucoup plus vite, j'ai l'impression, tu vois, qu'en France. Mais après, par exemple, pour ce qui est des demandes de maquillage, j'ai pas ressenti non plus quelque chose de complètement différent, comme si par exemple j'étais allée partie maquiller en Asie peut-être ou en Indonésie. Enfin, ça reste quand même les mêmes critères de beauté. Oui, et puis en tout cas, c'est moi ce que je pense, hein. Ça se trouve, tu vas me dire pas du tout. Mais quand même, le maquillage en France, même si beaucoup de personnes aiment le make-up un peu soft, naturel, etc., on est quand même largement influencé par les techniques de maquillage américaines. Ne serait-ce que des photos d'inspiration ou des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mes clientes qui me montrent pour leur mariage, du coup, le maquillage qu'elles aimeraient avoir. C'est ce que j'appelle un vraiment très faux naturel, c'est-à-dire que c'est très structuré, très nude, mais si je suis sûre que si c'est moi qui prends la photo du make-up qu'elle m'envoie, il y a une bonne couche de fond de teint sur le visage, hein, quand même. Ah oui, totalement. Puis il faut dire une chose. Alors le maquillage a existé en tout temps, hein. Je veux dire, ça c'est pas les États-Unis qui ont commencé. Par contre, les États-Unis ont démocratisé et notamment Kim Kardashian. Mais moi j'en parle pas parce que je l'adore, mais parce que c'est la vérité. Avec son maquilleur, ils ont créé des tendances, que ce soit le contouring ultra poussé, que ce soit plein de choses. Euh, Elle a quand même, je trouve, inspiré dans un sens beaucoup de générations, que ce soit sur la chirurgie esthétique, que ce soit sur le maquillage. Et elle a beaucoup démocratisé ça. Ensuite, moi, alors comme tu me disais, quand elle te montre des photos d'inspiration, souvent c'est des maquillages aux États-Unis. Et par exemple, si tu regardes les maquillages mariés aux États-Unis et mariés français, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail sur les mariées américaines parce qu'elles n'ont pas peur justement d'être très maquillées. Alors qu'en France, on veut toujours se ressembler et dans le miroir ne pas choquer, alors qu'on peut complètement être transformé entre guillemets de la façon dont on se maquille habituellement quand on va travailler pour notre mariage. Mais quand elles se voient, par exemple, elles vont aimer une photo d'un maquillage très sophistiqué, mais sur elles, elles ne vont pas du tout aimer le rendu.
Je Ouais, sais pas si ça t'a déjà fait ça, parce que du coup, elle se rend pas compte de la couche et de la tonne de matière qu'il y a sur la personne qu'elle nous montre. bah, je Parce que fais toujours le petit warning avant de faire le make-up. Et puis, bon, en général, quand tu reçois ta future mariée pour son essai et que tu vois un peu le style qu'elle a, elle te parle un peu de sa robe, de la coiffure, du thème de son mariage, etc., de ses habitudes de make-up. Euh, oui, c'est plus ou moins la quantité de matière qu'elle va supporter sur son visage. Enfin, en tout cas, moi je dis tu sais, c'est peut-être parce que j'ai travaillé très très longtemps en clientèle et du coup j'arrive à jauger un peu et à savoir si oui ou non elle va supporter le make-up qu'elle me demande, en tout cas sur la photo. Donc j'adapte. oui. Mais oui, effectivement, entre la photo qu'elle emmène et ce qu'elle va apprécier sur son visage, parfois, souvent, Il y a un monde. Ouais, il y a une différence. Effectivement. complètement, Mais ok, complètement. hyper intéressant cette partie de ton parcours sur les États-Unis. Franchement, ça a dû te faire une expérience hyper enrichissante. Complètement. C'est une autre vision et je trouve que pour l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple là-bas que en France. Pour le coup, d'avoir expérimenté, d'avoir créé mon auto-entreprise au début là-bas et ensuite de l'avoir fait en France, c'est même pas que par rapport aux charges qu'on paye en France en tant qu'auto-entrepreneur, parce que ça, c'est un autre monde. Mais, mais en plus de ça, c'est vraiment, ça te donne une niaque, ça te donne une vision que en France, c'est vraiment un ressenti, mais tu as l'impression que tout est possible là-bas. Alors que parfois en France, tu te sens vachement freiné sur beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, déjà la différence entrepreneuriale entre États-Unis et France et pourquoi, alors, je pense savoir, j'ai une petite idée, mais pourquoi tu penses qu'on est freiné ici en France? Alors, premièrement, le pouvoir d'achat aux États-Unis et notamment à Miami était beaucoup plus élevé. Les gens vont octroyer des budgets plus élevés peut-être pour se former ou voilà, c'est une autre façon. Ensuite, c'est une dynamique avec des personnes avec lesquelles tu peux travailler qui vont surtout te dire bah oui, ça c'est bien, vas-y, ça, nani. Alors qu'en France, on va plus te dire fais attention, non, pas comme ça. Tu vois, et tout ça, c'est vrai que ça influe au quotidien quand même si on s'en rend pas compte au début. Moi, je sais que je suis arrivée en France quand je suis revenue que j'ai monté le projet Makeup Institute Miami en France au début, je me suis dit avec une niaque américaine où je voulais faire travailler des gens avec moi, où je m'étais dit bah au début je voulais pas donner les formations et d'ailleurs au début je ne donnais pas les formations. J'avais des prestataires qui le faisaient à ma place et j'avais une vision où j'avais envie de travailler en équipe, où je voulais aussi et au final petit à petit, ça s'égrène, bon, notamment parce qu'il y a eu la période du Covid, mais aussi parce que les Français n'ont pas cette mentalité-là de t'encourager et d'aller. C'est plus une mentalité où ils vont te dire non, pas comme ça, pourquoi, et là, si, tu vois, beaucoup de choses comme ça qui font que personnellement, je l'ai vécu plus, ça m'a plus freiné que donné envie d'avancer. Alors, je pense que voilà, c'est relatif avec tout le monde qui t'entoure, hein, mais c'est des choses qui sont différentes, L'entourage est super important. D'où très l'intérêt important. de s'entourer d'autres professionnels qui réussissent aussi très bien et qui peuvent du coup être hyper inspirants et te booster à mort pour ton métier. Complètement, complètement. Donc, tu reviens en France et tu crées, ou ouais, tu l'as créé en France ou tu l'as créé aux États-Unis parce que j'ai cru comprendre que tu l'avais créé aux États-Unis. Alors, je l'ai créé aux États-Unis. Là, j'ai déposé le nom et j'ai créé la LLC. Là-bas, c'est des auto-entreprises, c'est des LLC. C'est des statuts, je sais plus. Enfin bref, ça ressemble à l'auto. Et je l'ai créé là-bas. Donc moi, dans le but, enfin au début, j'ai formé d'autres, comme je te disais, professionnels sur place. Et également, alors les formations au départ devaient être à Miami pour les francophones et j'avais créé des formations longues aux États-Unis pour que les personnes puissent avoir des cours d'anglais le matin, cours de make-up l'après-midi. Et en fait, c'était des formations de 3 à 9 mois. Trop bien. Euh, le projet était génial. J'avais des personnes, donc je suis allée dans des écoles en Suisse, un petit peu francophones, un peu partout pour dans des écoles d'esthétique pour faire venir du monde. Vraiment, le business plan était basé là-bas.
Et, c'était un an avant le Covid, donc c'était début 2019 que j'ai fait ça. Et le souci que j'ai eu, c'est que il y a eu le Covid quasiment un an après. Et en même temps, moi, j'étais en train de refaire mon visa pour justement faire cette société comme ça, ce projet comme ça là-bas, parce que je n'étais plus rattachée du coup à mes boss si je faisais ce projet-là. Et donc, du coup, le temps d'avoir mon rendez-vous à l'ambassade américaine, etc., il y a eu le Covid. Et moi, j'avais commencé à lancer Mime en France pour voir, en fait, j'avais ces deux projets en parallèle. J'ai fait le projet aux États-Unis avec la société et j'étais en France quand je faisais tout ça, toutes ces démarches. Et en même temps, je lançais Mime en France pour voir si je pouvais apporter quelque chose aussi aux Français qui avaient envie de se former. Et je rappelle qu'en 2019, il n'y avait pas énormément de formations courtes, en tout cas. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a énormément parce qu'avec le Covid, beaucoup de make-up artistes se sont mis à faire de la formation. Mais en 2019, c'était peut-être la dernière année où il n'y avait pas beaucoup de formations à la semaine. Du moins, dans le sud de la France, Est, le côté Est. Enfin, je me dis, c'est fou. Je sais pas si les gens qui nous écoutent auront conscience de ça, mais du coup, vu que moi, je suis toujours en développement de mon entreprise et je sais le travail que ça m'a demandé déjà pour en arriver là, je me dis, mais le travail que ça a dû te demander, le temps, l'énergie et j'ai même envie de dire l'audace que ça a dû te demander de créer deux entreprises en simultané et d'une ampleur aussi importante, c'est fou. C'était quelque chose de... Alors, je pense que quand tu es motivé par quelque chose, tu vois même pas le temps que tu passes parce que c'était vraiment de travailler nuit et jour, que ce soit pour Makeup Institute France où je créais le programme de A à Z, où j'ai fait les kits, etc. Et en même temps, toute ma société américaine où j'étais où je faisais mon visa, où j'ai dû passer, avec mon avocat, où j'ai dû passer aussi mon entretien à l'ambassade des États-Unis, enfin, où il y avait vraiment un énorme dossier que je préparais à côté avec tout le monde et aussi promouvoir un petit peu ce côté-là. Les personnes qui écouteront ce podcast et qui me suivent depuis le tout début, d'ailleurs, il y en a encore qui m'ont dit, est-ce que tu fais des formations toujours sur le programme à Miami? Et que j'ai dit, non, au final, il y aura pas parce qu'aujourd'hui, je suis en France, que ça fait 3 ans que je développe ça et que pour l'instant, il n'y a pas de départ prévu pour les États-Unis avec ce projet-là. Je dirais pas jamais parce que peut, ça peut revenir, pourquoi pas. Ça peut, mais j'ai moins cette niaque qu'au début. Je Ok. pense qu'avec les années, ça s'essouffle. Tu rentres aussi dans une routine qui se met en place, de faire tes formations progressives, enfin, semaine après semaine, tu as tes dates de prévues et tu as des prestations, etc. Donc, tu rentres dans une routine de vie où c'est vrai que c'est plus dur de mettre en place des nouvelles choses et de retrouver cette niaque du début quand tu crées ton bébé, ton projet. Comme toi, je te vois faire, tu fais énormément de posts, tu te donnes à fond, je vois, tu crées des guides, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Et j'étais pareil au début. Il y a encore 6 mois, j'étais pareil, parce que j'ai créé les formations en ligne de A à Z toute seule, que ce soit le site, que ce soit tout. J'ai vraiment fait tout de A à Z. Et après, ça, tu sais, des fois, tu as des périodes où faut être stimulé par des choses pour retrouver des petits buts, des petits objectifs. Quand tu as atteint tous tes objectifs, après, tu dis, qu'est-ce que ça va être l'autre, tu vois? Ouais, je C'est comprends. tout ça. Du coup, là, j'ai envie de te poser la question qui va m'intéresser beaucoup aussi. Maintenant que tu as créé ton institut avec les formations courtes et les formations Ouais. en ligne, euh, Mhm. en ayant, je rappelle, fait une école classique, donc sur 10 mois, et en ayant Mhm. ton expérience maintenant du métier, pourquoi le format court des formations en présentiel? Pourquoi le format en ligne? Comment t'as pensé tout ça? Alors, c'est parti tout simplement d'un constat simple, c'est que on n'a pas besoin d'un an, de 10 mois de formation pour être maquilleur. Moi, je pense qu'on peut être maquilleur en étant autodidacte si vraiment on pratique tous les jours. Je pense qu'il faut avoir au moins les bases comme la colorimétrie, le visagisme, savoir adapter les techniques à la clientèle que tu peux avoir. Et donc quand j'ai fait le programme de 5 jours, parce qu'à l'époque c'était 5 jours le minimum, 5 jours intensifs, ça équivalait à un mois
en une formation longue. Donc c'était vraiment très 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 intense. On en mettait plein la tête. Vraiment, même il y a beaucoup de personnes qui disaient mais waouh, c'est dur. Vraiment, ils ont adoré leur formation, mais j'ai eu on pensait pas que ça allait être aussi sport parce que on a fait un programme qui se basait aussi un petit peu sur les techniques Make Up Forever. On va pas se mentir, hein. Moi, j'ai été formée par eux et je crache pas sur leurs techniques. Par contre, je trouve que c'était des bonnes techniques que j'utilise toujours aujourd'hui. Et donc, je les ai adaptés pour pouvoir les faire en 5 jours, mais c'est vraiment équivalent à un mois de formation longue. Parce qu'il faut savoir qu'en formation longue, pour les personnes qui n'en ont pas suivi, tu vois une technique un mardi matin, tu vas la pratiquer pendant 2 semaines pour la maîtriser, et ensuite, toutes les 2 semaines, tu vas revoir un maquillage, quoi, ou tous les 3 semaines. Alors que là, on voit un maquillage différent par jour. Mais par contre, tu vas le pratiquer tout de suite et tu as le suivi post-formation où il faut continuer de s'entraîner, il faut continuer de pratiquer parce que la pratique, c'est ça qui fait que tu maîtrises une technique. Et ensuite, tu envoies les photos, vidéos de tout ce que tu fais après ta formation en présentiel. Et le distanciel, c'est venu du fait où j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient mais vous venez plus donner des formations à Montpellier, vous venez plus donner des formations à Lyon parce que j'ai arrêté de me déplacer. Et donc, je me suis dit tout simplement, pour peut-être aussi donner la possibilité aux personnes de se former en distanciel, pourquoi pas créer des formations, mes formations en ligne, au lieu de les rediriger sur des formations en ligne comme j'avais l'habitude de le faire. Et donc, voilà. Donc, j'ai créé des formations en distanciel. Alors, je t'avoue, moi, je suis très transparente sur ça et je le dis tout le temps en présentiel. J'ai eu du mal avec l'idée du distanciel. J'ai eu beaucoup de mal à les créer. Ça faisait déjà 3 ans que j'y pensais, que j'avais le concept de créer mes formations en ligne et que j'arrivais pas à le faire parce que pour moi, quand tu n'as jamais eu de formation, je trouve que c'est compliqué de se former via vidéo, sans avoir quelqu'un qui te corrige immédiatement sur ta technique. Et c'est vrai que quand tu es débutant, que tu n'as jamais eu de formation en présentiel, suivre une formation en distanciel, pour moi, dans ma tête, c'était pas la chose adéquate. Donc j'ai eu du mal et après j'ai trouvé le format qui faisait que ça allait convenir à tous les débutants avec un programme vraiment adapté, quelque chose d'hyper décrit, autant en vidéo qu'en PDF, vraiment et toujours avoir un suivi quoi. Pour moi c'est hyper important d'être suivi. Ouais, complètement. Et du coup, tu as répondu à la question, j'allais te dire, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que ça t'a changé d'avis et que C'est vraiment ça, parce que je sais pas pour toi, mais je pense que tu as l'air d'être quelqu'un de doux, d'un petit peu pareil. Moi, je fais des choses qui doivent correspondre à mes valeurs, sinon je ne les fais pas. Si pour moi, je dois juste vendre un produit pour vendre un produit, je veux pas. Parce que ça matche pas mes valeurs. Pour moi, si je te donne un service, si tu me prends en tant que formatrice ou autre, c'est que j'ai envie de t'apporter un plus. Et si c'est juste pour te vendre quelque chose, j'ai pas envie de le faire. Parce que justement, je me sentirais pas bien de le faire comme ça. C'est vraiment pour ça. complètement, moi c'est pareil, si je suis pas convaincue, et je pense que c'est pour ça que je mets autant de temps à sortir les formations et les trucs qui arrivent en suivant, c'est que Mhm. tant que je suis pas sûre, convaincue à 100%, je pense que c'est même un peu trop, que c'est utile, que c'est bien fait, que ça va servir, que c'est concret, efficace. Non, je ne Totalement. sors pas parce qu'en fait, je me sentirais trop mal en fait, je sais tellement ce que c'est d'avoir envie d'exercer ce métier, du coup d'investir. Et quand je dis investir, c'est financier, mais c'est aussi en temps, en énergie, toutes tes pensées sont focus là-dessus. C'est Mhm. c'est tellement important et ça tient tellement à cœur quand tu te lances dans cette activité-là qu'en fait, je m'en voudrais trop de vendre du rêve et des paillettes et qu'au final, derrière, il n'y ait rien, quoi. Comme Complètement. de Complètement. école de maquillage, comme moi, ce que j'ai pu vivre, dépenser autant d'argent, passer autant de temps dans une école de maquillage pour au final avoir mon diplôme à la fin et qu'il se passe rien. Donc non, en fait, c'est pas possible, que je fasse ça, même si c'est à mon niveau et que c'est pas des sommes, que c'est pas des sommes aussi importantes, que c'est pas un timing aussi important, non, impossible. Donc oui, je comprends complètement. Et On se retrouve là-dessus, ça c'est sûr. Oui, ça se sent de toute façon qu'on
on échange en fait un petit peu, on partage ça. Et c'est vrai que bah moi je trouve que ce que tu fais, en tout cas de ce que je vois, hein, parce que après je tiens à dire aux gens qu'on se connaît pas personnellement, parce qu'on dirait qu'on se connaît depuis longtemps, mais non, on Ça se fait connaît toujours pas ça avec les personnellement. podcasts, avec les sujets C'est qu'on ça. aborde et tout. Mais oui, Complètement, bah, que tu as l'air de dégager en fait ça à travers ce que tu postes, à travers ce que tu transmets en fait à ta communauté. Donc ça, c'est génial. C'est génial d'avoir des personnes encore comme ça qui pensent pas juste à faire de l'argent. ouais, non, ce serait, je pense de toute manière, qui se lance dans le make-up? Bon, nous, du coup, maintenant, on est aussi dans le domaine de la formation, mais qui se lance dans le make-up pour espérer être millionnaire? Je pense pas grand J'es- monde. J'espère que pas grand monde ne pense comme ça. Parce que J'espère la parce que c'est désillusion va être très grande. En tout cas, pourquoi complètement. pas hein, gagner beaucoup d'argent avec. Je pense qu'avec toutes les activités, tous les métiers, on peut effectivement réussir et avoir une très bonne situation financière. Mais c'est vrai que c'est pas un métier où c'est le plus simple, je pense, de gagner énormément chaque mois. Totalement. Et ça, c'est bien de le rappeler parce que moi, j'ai énormément de personnes qui me demandent si avec la certification, elles vont avoir du travail après. Mhm. Ça ne dépend pas de la certification, parce que moi j'ai un diplôme où il y a marqué en gros Make Up Forever dessus. Et on ne m'a jamais demandé ma certification. On m'a toujours demandé mon expérience, mon book photo, etc. Et c'est vraiment la niaque qui fera que vous allez travailler ou non. C'est votre investissement personnel dans dans vous-même, parce que vous vendez vos services ou vous vendez Et c'est pour ça que je reviens un peu sur la concurrence, mais oui, ok, concurrence, mais il y en a tellement qui abandonnent au bout d'un certain temps. totalement. Bah là, tu le disais, hein, il y a à peu près 5 personnes sur 50 qui sont restées dans le maquillage après l'école. Je pense que moi, on n'est pas loin du même pourcentage hein, par rapport à la promo, par rapport à ma promo quand j'ai fait mon école de make-up. Donc, ouais, je sais même. Ah oui, j'allais te dire, je sais même plus pourquoi on parle de ça. J'ai le fil, mais si les formations en ligne. Et du coup, j'ai une question parce que moi, du coup, on me la pose souvent, donc je suis intéressée de connaître ta réponse. Euh, Formation en ligne, donc tu as répondu un petit peu, mais qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi une formation en ligne plutôt qu'une formation en présentiel? Alors, vraiment, ce que je pense, hein, je te le dis en toute transparence, je trouve que ça va apporter, par exemple, à quelqu'un qui a déjà suivi une formation en présentiel, un plus sur des techniques. Par exemple, moi, je sais que sur mes formations en ligne, j'ai un module peau foncée. Admettons que tu ne l'aies pas appris dans une formation, que tu as vu que des peaux claires, bah, tu vois, avoir un plus en ligne et comprendre plus facilement peut-être que tu as déjà les bases que tu as déjà acquis en présentiel. Ensuite, ça peut être aussi un bon moyen d'avoir une formation un peu moins chère, parce que online, c'est moins cher que le présentiel. Et parce qu'après, il y a des modules où il y a toutes les bases, etc., qui sont bien expliquées. Et si tu sais que tu peux bien apprendre de chez toi, parce qu'il y a des personnes qui sont très studieuses et qui arrivent à apprendre de chez elles sur l'ordinateur en regardant des vidéos, en lisant des fichiers, bah, d'avoir au moins toutes les bases et de voir si ça plaît déjà, de voir, parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans le maquillage juste pour voir si ça leur plaît, parce que c'est une passion, mais est-ce qu'elles en feraient leur métier, elles savent pas. Par exemple, voilà, d'avoir une formation un peu plus abordable ou tout simplement d'apprendre des techniques parce qu'on a toutes nos techniques. Il y en a aucune qui soit meilleure que l'autre. Je pense qu'on a toutes nos façons. Moi, si on regarde, par exemple, ce que je fais beaucoup, je vais faire beaucoup plus de couleurs que certaines personnes. Je vais travailler complètement différemment. Je pense que je vais mettre peut-être et potentiellement plus de matière que des personnes qui vont être spécialisées dans des formations maquillage marié traditionnelles. Moi, j'aime bien tout ce qui est oriental aussi par exemple. Donc, si par exemple, on a envie de suivre une formation plus orientale, plus voilà, ça peut être pas mal. Enfin, je sais pas si ça répond à la question, du coup, je me suis égarée, Ouais, ouais, non, mais je mais pense que ça peut être pas mal. oui, oui, ça répond à la question parce que c'est vrai que il y a toujours en tout cas avec ce format en ligne, en tout cas, il y a toujours cette petite question, mais il y a plein de tutos sur YouTube. Donc, c'est quoi la différence avec un tuto YouTube? Moi, ma C'est, réponse, ouais, c'est, vas-y. et vas-y, je vais la dire, mais tu vas la dire aussi par la suite, ce sera intéressant. Mais
personnellement, ce que je vois entre formation en ligne et tuto YouTube, formation en ligne, c'est pourquoi tu fais tel geste, la pression que tu vas appliquer sur ton pinceau pour avoir tel ou tel résultat, l'adaptation au visage de ta modèle, pourquoi tu prends tel produit à tel moment pour avoir tel résultat. Et c'est vraiment comme un cours en présentiel où tu vas expliquer le moindre de tes gestes pour que la personne comprenne vraiment bien pourquoi tu fais ça et puisse l'adapter après elle sur des modèles et reproduire le même make-up entre guillemets, peu importe le modèle, alors qu'un tuto YouTube, très souvent, on voit, oui, les produits, on voit le geste, mais on voit pas le geste exactement dans quelle direction elle bouge son pinceau, à quel point elle appuie sur le pinceau ou pas pour avoir ce résultat-là, l'adaptation qui est faite au modèle, tout ça, c'est pas du tout expliqué et c'est très souvent aussi la raison pour laquelle quand on suit un tuto YouTube, en fait, on n'arrive jamais à avoir le même résultat, mais parce qu'il y a toutes ces petites subtilités auxquelles on pense pas quand on n'est pas make-up artiste, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a tellement Complètement. de petits détails comme ça qui sont mais tellement importants. En fait, tout repose sur ces petits détails dont on parle pas dans les tutos, mais parce qu'en fait, quand c'est un tuto, c'est un peu du divertissement. Et puis, je pense que le but n'est pas d'apprendre une technique aux personnes. Le but, c'est vraiment de montrer les étapes, de montrer les produits et de faire passer un bon moment aux personnes. Donc, pourquoi, entre guillemets, s'embêter à aller dans le détail et dans l'explication, parce que c'est pas le but de la vidéo. Or, sur une vidéo du coup formation en ligne, le but derrière, c'est que la personne puisse reproduire et puisse réadapter et s'approprier les techniques. Donc, les explications vont être vraiment très différentes. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis et je pense que c'est vraiment tout ce qui fait la différence et que également il y a aussi tout ce suivi. Je sais pas si tu proposes un suivi, mais tout ce suivi qui est pendant ta formation où tu peux peut-être poser des questions à ta formatrice, où tu as aussi tout ce côté aussi fichier PDF qui est expliqué, où voilà, tu vas avoir des explications beaucoup plus poussées et comme tu disais très bien, c'est dans le détail des choses qui sont parfois imperceptibles, la pression du pinceau, la quantité de produits que tu prends, le type de poil que tu utilises avec ton pinceau, euh, voilà, plein de petites choses comme ça qui vont changer et aussi très souvent sur des formats YouTube. Euh, c'est des filles qui ont quasiment zéro défaut et qui sont des top modèles presque. Et aussi, c'est de la lumière studio principalement. Alors oui, pour des formations en ligne, c'est de la lumière studio, mais on explique aussi à la lumière du jour aussi un petit peu plus comment ça se passe. On explique plus de choses en détail. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus de détails, hein, complètement. C'est beaucoup, beaucoup plus de détails. Complètement. Et oui, bien sûr, le suivi est super important et c'est vrai que j'en ai pas parlé vu que je parlais du format en ligne, mais que ce soit présentiel ou en ligne, le suivi est super important parce que effectivement, encore une fois, quand tu fais une école de maquillage, bon, t'as une grosse durée, donc tu peux poser les questions à tes profs. C'est quand même un peu le but, mais une fois que tu as ton diplôme, il n'y a plus de suivi. Si tu as ton diplôme, tu fais partie de l'ancienne promo. J'imagine que certains élèves se permettent peut-être de retourner à l'école, poser quelques questions aux professeurs, etc. Moi, c'est vrai que ça n'a pas du tout été le cas. Une fois que j'avais mon diplôme, c'était basta. Il y avait Oui, plus c'est ça. personne, quoi. J'avais plus d'interlocuteur, quoi, pour poser mes questions et pour poser mes questions dans le concret. C'est bon, maintenant, j'ai mon diplôme, je veux exercer. Mais du coup, c'est quand j'exerce et quand je me confronte à la réalité du quotidien que me viennent des questions et des problématiques et où j'ai besoin, en fait, de poser mes questions. Et, euh, et dans ce format court qu'on propose toutes les deux, alors oui, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un an pour apprendre le métier de make-up artiste, surtout si on est conscient et si on a un objectif précis. Moi, je dis très souvent, si toi, ton objectif, c'est d'exercer avec de la clientèle et de maquiller des mariés, pourquoi aller apprendre le body painting, le face painting, enfin, des choses comme Oui, ça. complètement. Si ça sert à rien. Ça ne Mm. sert pas à grand-chose. Donc, formation courte, effectivement, quand tu as ton objectif qui est bien, bien précis, et suivi
j'ai limite envie de dire obligatoire, que ce soit quand tu t'entraînes, quand tu fais tes trainings et que tu as besoin d'un retour, mais aussi quand tu te confrontes à tes premières clientes, à tes premières expériences, ton premier essai marié, même juste ton premier échange avec une cliente qui te demande des informations, ton devis, des choses comme ça. Trop important d'avoir un suivi. Donc Complètement. oui, effectivement. Ouais. C'est vrai. Non, mais totalement. Et puis, je trouve qu'on est plus abordable, que ce soit toi, moi ou d'autres formatrices, que ce soit, peu importe la formatrice qui propose des formations courtes, quand elle le fait dans ce schéma de bienveillance voilà, qui fait pour apporter quelque chose à quelqu'un qui souhaite se former, qui est débutant ou autre, on va être beaucoup plus abordable qu'une institution que aussi des gros centres de formation où tu vas être 30, 40 et tu vas être perdu dans la masse, alors que souvent des formations, tu vas être en distanciel ou en présentiel, mais tu vas avoir une formatrice qui va être avec toi et qui va t'épauler. Tu ne seras pas perdu dans tout ce monde. Et puis, je veux dire, chacun avance à son rythme. Si parfois il y a des personnes où il va leur falloir 4 jours, il y a des personnes où il va leur falloir 3 semaines, un mois, et beaucoup plus aussi de, de, de guidage. Je sais pas si t'as dit, une personne qui va beaucoup plus l'épauler pendant son apprentissage. Que t'as des personnes, tu leur expliques une fois, elles ont compris, tac, c'est fait et c'est assimilé. Et t'as des personnes, il faut leur répéter un peu plus ou différemment. Et moi, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est personne n'apprend de la même façon. Et si t'as pas un suivi attentif et qui s'adapte à toi, c'est aussi très compliqué. C'est aussi très compliqué d'apprendre. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai envie de rajouter vraiment ce truc d'objectif entre guillemets personnalisé. T'es dans une classe de 20. Si y en a une, son objectif, c'est de travailler avec des mariés ultra naturels et la deuxième, c'est de travailler avec des mariés type oriental parce que c'est ça son projet professionnel. Enfin, il y a un manque de cohérence entre les deux et hyper compliqué de se focuser sur l'une et sur l'autre de façon efficace. Donc, moi, je me dis perte de temps et c'est dommage, en fait, de pas se focuser vraiment sur des techniques qui vont te servir à toi et sur tout ce qui en découle, tout ce qui en découle après parce que le projet est, entre guillemets, pas le même, quoi. Complètement. Donc, Et surtout, je tiens juste à rappeler que moi, il y a beaucoup de personnes qui doutent parce que je le vois quand je suis en présentiel. La confiance en soi, c'est primordial quand tu commences quelque chose et quand tu te vends tes propres services, il faut avoir confiance en soi. Et quand tu débutes dans le maquillage et tu suis des formations en distanciel ou en présentiel, comme ça, un peu intensive, tu te demandes toujours, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que vraiment j'ai le truc? Est-ce que machin? Moi, je tiens à dire qu'après mes 10 mois de formation Make Up Forever, je ne maquillais pas comme je maquille aujourd'hui. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais été très peu corrigée. J'avais été beaucoup descendue pendant mon book photo. On me disait que j'étais vraiment pas bonne et que je devrais arrêter. Donc, tu vois, c'est des fois des choses où tu penses qu'en faisant une formation longue, tu vas avoir la confiance en toi qu'il te faut et aussi plus de corrections et plus de ci, plus de ça, mais pas du tout. Ça va peut-être convenir à certaines personnes, la formation longue, comme ça peut très bien ne pas suffire, ne pas être ce qu'il te faut, ne pas avoir l'encadrement qu'il te faut et ni, comme tu disais, la technique que tu viens chercher en fait, tout simplement. Et tu vas pas plus avoir confiance en toi parfois en faisant une formation longue qu'en faisant une formation courte. Ça n'a ouais, rien à voir. complètement. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça peut convenir. C'est vrai qu'on parle beaucoup des formations courtes et parce que je pense qu'on est un peu dedans avec notre école chacune, etc. Mais ça peut très bien convenir enfin, ça peut très bien convenir à quelqu'un hein, de faire des formations longues et d'aller en école de maquillage. C'est pas une mauvaise Totalement. idée en soi. Mhm. Juste regarder bien les avis Google. Oui, ça, c'est important. Pas contacter les anciens élèves Mm. et c'est super important de savoir un petit peu où on met les pieds parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent investi. Et en soi, moi, c'est vrai que mon constat, et bon, le tien aussi, est pas forcément ultra positif. Par contre, ce que je peux trouver de positif, c'est que pendant ces 9 mois, j'ai passé mon quotidien à faire des make-up. Alors, c'était pas forcément
en adéquation avec mon projet pro, mais c'était quand même un quotidien à faire des make-up, à apprendre, à parler de make-up tous les jours. Donc franchement, c'était super. Oui, Oui, j'ai fait des stages qui étaient quand même très cool. Ok, ça ne m'a pas forcément servi pour ce que je fais aujourd'hui, mais c'était quand même très cool. Donc c'était une bonne expérience et surtout, ça m'a permis de voir différentes facettes du métier. C'est-à-dire que du coup, pendant mon école, j'ai fait du maquillage beauté, du maquillage photo, mais aussi du maquillage body painting, transformation enfant, effets spéciaux. J'ai fait de la coiffure historique, de la coiffure sur perruque, des postiches. Donc j'ai fait vraiment énormément de choses. Et ça m'a permis, parce que même si j'avais une idée un peu précise de ce que je voulais faire pour exercer mon activité de maquilleur, bah, j'étais quand même ouverte et je me disais que potentiellement il y avait comment dire, d'autres aspects du métier qui pouvaient me plaire. Typiquement, je me disais pourquoi pas faire des effets spéciaux, pourquoi pas bosser sur des films. C'était quelque chose qui avait quand même un peu dans ma tête. Je me dis que ça pouvait être cool. Et au final, quand j'ai testé, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'aimais faire, pas du tout ce que je voulais faire. mhm, Et au moins, à la sortie de l'école, c'était sûr certain, j'avais tout testé et je savais vers quoi m'orienter. ça Ça, c'est c'est bien. du positif. Par Ouais. contre, j'avoue que quand même, 9 mois pour me rendre compte de ça et dépenser autant d'argent, parce que je crois que j'ai laissé bien 10 000 euros dans cette année d'école, ça fait un peu cher pour avoir ces certitudes-là. Je pense que j'aurais pu avoir ces certitudes-là d'une autre façon. Mais c'est quand même positif, j'ai tout testé. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que c'est pas que les écoles de maquillage c'est pas bien, qu'il faut pas les faire, Pas etc., que les du tout. formations longues, il faut pas en faire. C'est Mm. simplement, attention, ça fait rêver. On a toutes plus ou moins envie de faire une école de maquillage quand on se lance. Ça peut être bien comme ça peut être pas ouf. Et surtout quand on sort d'école, oui, on a un diplôme. Le diplôme, spoiler alerte, on vous le demandera entre guillemets presque jamais. Exactement. Entre Mm. guillemets, hein, parce que voilà, il y a des petites subtilités pour s'inscrire, notamment à la Chambre des métiers ou choses comme ça. Ouais. Euh, mais pour travailler, en tout cas pour exercer, c'est pas ce qu'on va vous demander et c'est pas parce que vous sortez d'école que vous allez être plus talentueuse ou que vous allez mieux maquiller qu'une personne qui, par exemple, est autodidacte et qui n'a jamais fait de formation. Complètement. Ça résume vraiment bien la chose. Et puis chaque personne est différente et il faut aller vers ce qui nous conviendra le mieux. Renseignez-vous bien Ouais, avant. complètement. Mais vraiment, moi je trouve qu'il y a il y a aucun problème, même à être autodidacte. Tu sais, il y a beaucoup de maquilleurs qui disent il faut avoir une formation minimum, mais non, il y a des autodidactes qui se débrouillent très bien et parce qu'ils se sont bien renseignés, bien voilà. Après, faire une formation pour les personnes qui ne sont pas sûres, c'est toujours mieux et vous allez être guidé. Mais par contre, apprendre soi-même, bah, pourquoi pas? Franchement, ça De reste un toute métier manière, quand même. je pense que pour tous les métiers, là on parle du make-up, mais pour tous les métiers, tout est à disposition aujourd'hui avec Internet. Toutes les Exactement. informations, toutes les techniques, tout est à disposition sur Internet. Si vous avez le temps de chercher, l'envie de chercher et l'énergie à mettre dedans, vous pouvez vous former à 0 euros. Si vous êtes motivé, vous vous entraînez sur des modèles et entre guillemets, c'est accessible. La seule chose, c'est qu'effectivement, si on n'a pas forcément envie de passer du temps à chercher l'entièreté des informations et surtout de trier entre les bonnes et les informations Mhm. sur Et les Internet, mauvaises. c'est ça. C'est un peu ça, je pense, que les écoles de maquillage font et que les maquilleurs aujourd'hui proposent dans leur formation et que nous, on fait aussi, hein. C'est un condensé Complètement. de toutes les infos, de toutes les techniques et le suivi et l'accompagnement qui va avec. Donc bon, Totalement. voilà. Totalement. Je pense qu'on a fait un peu le tour hein, pour ce Ouais. sujet de formation. Euh, je vais poser un peu mes questions de fin. Comment tu vois le métier aujourd'hui par rapport à ton objectif du début, par rapport à ma première question, la toute première? Comment tu vois le métier aujourd'hui et comment tu te sens, toi, dans ton activité aujourd'hui par rapport à ton objectif de début? À vrai dire, j'ai jamais vraiment réalisé mon objectif de début, comme je te disais, qui était de travailler pour des stars et vraiment, voilà, d'avoir ce côté très dans l'événementiel et être tout le temps active. Mais par contre, je suis
contente parce que j'ai réalisé un rêve d'enfant, parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être institutrice. Et ça a été le côté créatif qui a primé sur le côté scolaire pour faire des longues études. Donc, je suis au final dans la pédagogie, mais dans la pédagogie de quelque chose qui me passionne. Donc, pour moi, j'ai réalisé mon rêve. De vivre de sa passion, c'est quelque chose je le souhaite à tout le monde. Mais en même temps, il faut se donner les moyens, il faut pas lâcher, il faut pas écouter toutes les personnes qui vous diront non, c'est pas possible ou autre. Il faut croire en vous et également d'avoir des avis de personnes qui en sont passées par là. Comme là, vous êtes en train d'écouter, vous faites un tri sur toutes les personnes qui passent dans les podcasts de Mélissa et puis vous regardez ce qui vous convient selon les expériences de chacune et de chacun. Mais mais oui, je vois le métier complètement différemment. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé vraiment très, très jeune. Et du coup, j'avais pas ce recul de la difficulté que ça allait être et des étapes qu'il allait falloir passer. Mais je pense que tout ce que tu vis, tout ce que tu fais dans ta vie, même si des fois, tu vois, j'ai lâché un peu le make-up pour faire autre chose, je suis quand même restée dans ce domaine de la beauté et je sais que aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me plaît et que je m'étais pas trompée quand même, parce que je peux dire que je m'étais pas trompée à l'époque. Euh, et je suis très heureuse aujourd'hui de transmettre ma passion et de transmettre ce que moi j'ai pu apprendre à d'autres personnes. Et j'ai rencontré des personnes vraiment formidables que j'ai pu former. Principalement, j'ai formé que des femmes pour l'instant, même si des hommes sont les bienvenus. Mais j'ai vraiment ce côté où j'adore transmettre, où j'adore rencontrer des gens qui ont envie de vivre aussi de cette passion et qui commencent comme moi, j'ai pu commencer il y a des années. Et le maquillage évolue tellement vite. Et aujourd'hui, je pense que le métier de maquilleur va être encore plus reconnu. À notre époque, on n'était pas reconnu, même le diplôme, c'était juste un certificat. Aujourd'hui, il y a vraiment des diplômes reconnus RNCP, etc. Donc, l'avenir est au créatif, j'ai envie de dire, avec tous les réseaux sociaux. J'ai presque envie de terminer sur ça, mais j'ai d'autres questions à te poser après. Oui, C'était un très joli mot de fin. oui, complètement. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu conseilles, puisque je vais mettre ça au présent, qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer ou qui se lancent tout juste? Alors, j'aimerais dire que si c'est votre passion, si vous êtes sûr que c'est la voie dans laquelle vous avez envie d'être, que vous aurez l'impression de ne jamais travailler, de faire ce que vous aimez, il ne faut pas lâcher. Ça va être pas facile, vous n'allez pas gagner des milliers au départ, même si par la suite peut-être que vous allez vous dégager un salaire conséquent. Faites votre clientèle, rencontrez du monde, collaborez avec d'autres maquilleuses dans votre région. Essayez vraiment, vraiment de vous faire un réseau de professionnels de la beauté ou autre. Et surtout, ne lâchez pas et ne faites pas ça que pour l'argent. Faites plus. C'est dur de dire ça aujourd'hui avec tout ce qui augmente et tout ce qu'on a à payer. Mais si vous avez la chance d'avoir peut-être 1 ou 2 ans à consacrer à vous créer un réseau et à potentiellement espérer gagner un salaire conséquent, parce qu'on peut vivre du maquillage aujourd'hui, hein. Il y a des personnes qui en vivent très bien, qui font que de la mariée, qui font d'autres choses. C'est possible d'en vivre, mais juste ne lâchez pas et ne misez pas tout sur l'argent. C'est vraiment ça. Ok, super. Euh, je vais poser mes 3 petites questions de fin. Quel est ton meilleur conseil, si tu en avais un à donner, en tant que make-up artiste? Je dis make-up artiste parce qu'après, je vais te poser la même question en tant que chef d'entreprise. Si j'ai un seul conseil à donner pour le maquillage, quand vous débutez dans le make-up, c'est pratiquer. Pratiquer un maximum sur qui vous pouvez, qui vous voulez, votre tante, votre sœur, mais pratiquer presque tous les jours au début et pour que ça devienne un automatisme et que vous excelliez par la suite et que vous vous sentiez surtout en confiance. Alors ça, je suis d'accord, je valide le conseil. Pratiquer sur des gens
pas que sur vous et Ouais, sur des gens différents, pas tout le temps les sur... mêmes personnes. Ouais. Complètement. Et complètement. Et si, oui, si possible, pas sur vous. Alors, je sais que beaucoup de personnes me disent, moi, mais j'ai personne sur qui je peux puisse pratiquer. Mais même si c'est votre chéri, pratiquer sur lui, sa peau, ça reste une peau. Un œil, ça reste un œil. Et C'est si c'est vrai. la seule personne sous votre main, ben, allez-y. Je recommande pas forcément les têtes à maquiller ou les yeux, là, qu'on voit souvent parce que c'est pas du tout la même façon de se positionner et c'est pas du tout la même texture. C'est mieux pour apprendre à faire du dégradé, oui, vous pouvez, mais par contre, pratiquer vraiment sur des êtres humains de toutes couleurs et types de peau différents. Ouais. C'est vrai que je le vois partout, ce machin avec les yeux, mais alors ça peut être stylé hein, pour passer un bon moment et s'amuser un peu, mais c'est vrai que je me dis, ça n'a pas la même texture. Les paupières, à quel moment, qui dans ce monde a des paupières aussi lisses et Et stables? aussi grande, et aussi grande. Et puis, du coup, quand tu maquilles quelqu'un, elle bouge, elle cligne des yeux. Quand elle ouvre ses yeux, du coup, ça donne un certain pli au niveau de la paupière. Enfin, Totalement, non, ça n'a rien à voir. Et puis la texture, ça fait quelque chose d'un petit peu collant, donc faut mettre beaucoup de base, beaucoup de poudre pour que ça puisse glisser par la suite. Et puis la forme des yeux est à moitié ouvert, à moitié fermé, donc ça, c'est pas du tout dans la réalité. Par contre, pour apprendre à dégrader, je trouve ça pas mal. J'ai essayé, j'avais une fille qui m'avait apporté ça et je trouve ça pas mal. Mais sinon, quand on débute, non, vous prévoyez plutôt de maquiller sur qui vous pouvez. Faites des annonces hein, sur Facebook, sur des groupes. Les gens vous diront toujours oui pour se faire maquiller gratuitement pour que vous puissiez vous entraîner. C'est rare qu'on refuse. la copine d'une copine. Oui, exactement. Totalement. Donc ça, c'est ton meilleur conseil de make-up artiste. Et Oui. moi, je mets un point d'honneur à dire que quand on est make-up artiste, on est aussi chef d'entreprise, même si c'est pas logique dès le début quand on veut devenir make-up artiste. Si vous êtes Mhm. make-up artiste, vous allez, enfin, en tout cas make-up artiste freelance, vous allez être chef d'entreprise. Donc du Oui. coup, ton meilleur conseil de chef d'entreprise. Mon meilleur conseil de chef d'entreprise, c'est de vous former sur tout ce qui va être marketing, comptabilité, sur tout ce qui a trait à ce projet de chef d'entreprise parce qu'on est multitask, on fait énormément de choses. Si vous ne vous formez pas, entourez-vous de personnes qui sont habilitées parce qu'au début, quand on se lance, c'est très compliqué de savoir sous quel statut se mettre. Voilà, moi je sais que la chambre de l'artisanat vous aide quand vous avez des questions pour savoir le statut de votre auto-entreprise. Également pour tout ce qui va être promouvoir votre activité, par quels canaux passer pour vous faire connaître. Les réseaux sociaux, c'est important aujourd'hui de les maîtriser. C'est notre book photo et c'est notre vitrine. Potentiellement aussi avoir un site vitrine, un site internet pour que les gens puissent faire appel à vous et regarder un petit peu ce que vous faites. Enfin, il y a plein de choses que l'on fait au quotidien. Et comme on en parlait, c'est notre métier là où on va pratiquer, c'est peut-être 10-15% de notre activité et le reste se fait derrière notre ordinateur à essayer de construire notre auto-entreprise. Et puis après, il y a toutes nos charges sociales à payer, savoir comment ça se passe, s'il y a de la TVA, pas de la TVA. Enfin, tout ça, c'est quand même conséquent. Et quand on n'a jamais appris à ce qu'était, par exemple, de la TVA, combien on doit en payer, est-ce qu'on ne va pas payer, etc., il vaut mieux se former ou alors demander de l'aide à des personnes, à une comptable ou autre. Voilà. Mais il y a plein de choses que l'on fait au quotidien. Hein. Là, en t'écoutant, je me suis dit, alors ça, c'est un super conseil parce que forcément, je valide, je te rejoins. Mais là, je suis en train de me dire qu'il y en a beaucoup qui sont en pleine tachycardie en t'écoutant. De payer encore des Alors, de choses, des payer choses. et puis surtout de se dire, ah ouais, mais moi, je veux être make-up artiste parce que je veux maquiller. Mais là, tu me parles de marketing, tu me parles de communication, tu me parles de tout ce qui est juridique, les statuts, tout ça, la compta. Et ouais, et oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais alors, ça peut faire peur quand on le dit comme ça. Après, quand on est dedans, ça va, on le vit plutôt bien, même si voilà, on apprend tous les jours et on apprend sur le terrain.
Mais il faut être au minimum informé des choses les plus, on va dire, importantes. Alors, le marketing, tout ça, si vous arrivez avec juste à vous faire des contacts dans la vraie vie en allant donner vos cartes de visite et en rencontrant des gens sur le terrain sans passer par les réseaux ou autres, bah, c'est génial parce qu'il y a encore des personnes qui font comme ça et c'est très bien. Moi, je sais que je suis beaucoup plus social network, réseaux sociaux que maintenant rencontrer du monde parce que déjà, je fais quasiment plus de collabs, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis pour cette partie communication digitale et marketing digital parce qu'on est dedans. On est en 2023 et aujourd'hui, il faut connaître un petit peu les ficelles de tout ça. Mais si vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, c'est possible de le faire sans tout ça. Mais au moins, les statuts juridiques, je pense que c'est important. Parce que je sais pas toi, mais moi, au début, j'étais un peu perdue sur tout ça. Eh ben, écoute, moi, je pense que j'ai passé 3 années à procrastiner sur le sujet. Alors procrastiner dans le sens où j'ai pas pris de décision, mais par contre ça m'a pas empêché de faire des recherches sur internet, de poser des questions aux personnes que je pensais entre guillemets compétentes, de faire une formation à la création d'entreprise, de Voilà. voilà, je me suis tiré les cheveux avec ce truc de statut parce que j'avais trop peur, en fait, de prendre un statut et de pas me rendre compte de ce que ça impliquait derrière, d'avoir des choses à payer, alors que, ben, j'avais pas prévu parce que je connais pas bien. Enfin, j'avais vraiment peur de tout ça. Donc vraiment, quand je te dis et que je vous dis que j'ai passé 3 ans sur le dos, c'est pas des blagues, c'est pas genre, j'exagère ou quoi. C'est vraiment que j'ai procrastiné sur le truc. Et au final, mais ça je le dis très souvent du coup à mes élèves et puis même sur Instagram j'en parle parce que c'est souvent une question qui revient et je le comprends, j'y suis passée. Euh, Prenez un rendez-vous avec un comptable. J'ai eu un rendez-vous avec un comptable. Alors j'avoue que j'ai pris rendez-vous avec ce comptable parce que j'avais besoin de créer ma société et que du coup ça c'était dans le cheminement que j'étais en train de faire. Mais en Mhm. fait, ce premier rendez-vous, il était totalement gratuit. Si j'avais voulu ne pas signer avec lui, bah, j'aurais pas signé avec lui. Par contre, en, allez, 45 minutes de temps, il a répondu à toutes mes questions. Et quand je suis sortie de Mais ce, oui. je me suis dit, mais, mais pourquoi j'ai pas pris ce rendez-vous avant? Ça faisait vraiment 3 ans que je stressais sur le sujet et que j'avançais pas, quoi. En Tu 45 vois. minutes, il a répondu à toutes mes questions. J'étais mais libérée, délivrée. Ça, C'est c'était ça. franchement voilà. Donc je le dis très souvent comptable. Et puis après pour tout ce qui est le reste, chef d'entreprise, eh ben franchement meilleur conseil, faites-vous accompagner. Et je sais pas quand sortira ce podcast, mais que quand ça sortira, il y aura quelque chose de plutôt sympa du coup sur le site de FMR Makeup Academy et sur l'Instagram parce que je suis bien consciente de tout ça et maintenant que moi j'y suis passée et que j'ai résolu un peu toutes ces problématiques, ça va. Maintenant, je me suis dit que j'allais potentiellement pouvoir vous proposer de vous aider donc on pourra avoir Génial. ça ensemble. Donc, la tachycardie, j'espère qu'elle se calme un petit peu là à ce moment-là, mais voilà, vous pourrez, je pense, aller checker sur le site et sur l'Instagram. Je croise les doigts. Je pense que ce sera bon. Au moment où vous Trop écoutez le bien. podcast, au moment où on enregistre, c'est pas encore tout à fait finalisé, mais Mais ça arrive. Ça arrive très vite. ça, voilà. Génial. Super. Et ben, du coup, je vais te laisser peut-être le mot de la fin. Mhm. Est-ce que tu as un dernier conseil? Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire aux personnes qui nous écoutent? Pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez pour projet de vous former ou de vous lancer dans le maquillage, c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à demander conseil. Demandez conseil à des personnes autour de vous qui sont déjà dans le métier ou à Mélissa, moi-même ou autres, à vous renseigner aussi sur d'anciennes personnes qui ont suivi des formations sur comment elles l'ont vécu. Et surtout, si c'est vraiment ce qui vous anime, ben, ne lâchez pas. Tout vient à point à ceux qui se donnent les moyens. Et, et, et surtout, pour les personnes qui sont juste des beauty enthousiastes et qui aiment juste le maquillage comme ça en plus un, eh bien, continuez à regarder ce qu'on fait au quotidien parce que ben, on vous proposera encore plus de contenu, je pense, et pour que ça vous plaise, pour que ça vous plaise et que vous puissiez apprendre aussi des techniques pour vous-même. Eh ben, trop bien, ça finit.
Voilà, le mot de la fin. Est-ce que ça... C'était un très bon mot de fin. Bon, parfait. C'est jamais un mot avec moi, c'est des phrases. Oui, oui, mais du coup, je pense que cet épisode sera hyper riche en informations, je pense, comme tous les épisodes, hein, de toute manière, mais celui-là particulièrement parce que je pense que on a abordé vraiment des sujets hyper importants pour les make-up artistes qui veulent se lancer, qui se lancent ou même qui sont dans le métier parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, donc. Complètement. Je pense que ça sera cool à écouter et vraiment merci beaucoup de tout ce que tu as partagé avec nous Avec et tout ce plaisir. temps que tu nous as accordé, c'était vraiment très cool. C'était génial. Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole. Et puis ouais, franchement, c'était vraiment très, très bien. Très enrichissant aussi d'apprendre de toi aussi un petit peu ce que tu as fait et potentiellement de pouvoir aider des personnes qui t'écoutent et qui nous écoutent complètement. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.